Vas-y. Bonjour à tous, donc je suis Florent de la société Cryptalit, une société basée à Laval. Si vous voulez, à la fin, je pourrais faire une petite présentation rapide, mais on va se concentrer aujourd'hui sur les NFT. Seulement, c'était impossible de vous présenter les NFT sans parler de la blockchain, étant donné que les deux sont intrinsèquement liés. Alors, je m'excuse d'avance pour les puristes. Aujourd'hui, ça va pas être une discussion d'experts. Le but, c'est vraiment de vulgariser la chose pour que tout le monde puisse suivre, en fait. Sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Parle un peu plus près du... Alors, qu'est-ce que la blockchain? La blockchain, il faut voir ça un peu comme un grand livre ouvert. Et j'ai noté 3 points importants. On a notamment le stockage transparent. Pourquoi le stockage? À la base, la blockchain, ça sert à transmettre et à stocker de la valeur sans intermédiaire. Ce grand livre, il est public et pseudonyme, c'est-à-dire que n'importe qui ici peut inscrire de la valeur dans une blockchain. En revanche, on ne saura pas, ça ne sera pas nominatif, on ne saura pas que c'est monsieur Intel qui a inscrit une donnée dans une blockchain. Une blockchain, c'est une technologie. Ce livre, il est consultable absolument par tout le monde. C'est ce qui fait la beauté de la blockchain. Globalement, une blockchain, c'est très souvent public. C'est-à-dire que, donc, comme je disais, tout le monde peut y accéder. C'est vraiment important de le comprendre. Aussi, une blockchain, ça a l'avantage d'être immuable. Intrinsèquement, la blockchain, lorsque l'on ajoute de la donnée, on ne peut plus la supprimer. Pourquoi? Parce que si on la supprime, tout s'écroule. C'est des concepts mathématiques assez poussés derrière qui expliquent cela. Mais voilà, il faut garder en tête que quand une donnée est inscrite sur la blockchain, on ne peut plus la supprimer. C'est un peu comme une base de données qu'on ne peut plus supprimer, qui n'est pas contrôlable, car elle est décentralisée. Ce n'est pas une entité qui contrôle les données, mais c'est en fait tout le monde. C'est-à-dire que là, on pourrait créer une blockchain à nous tous dans la salle, et donc si quelqu'un éteignait son ordinateur, il y aurait tout le reste du réseau qui continuerait de fonctionner. Donc vous imaginez, dans une petite salle, c'est quand même assez résilient, donc vous imaginez à l'échelle de la planète, voilà, on peut obtenir quelque chose de vraiment très 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 résilient. Et donc ça, l'aspect décentralisé, ça rejoint la notion de pair à pair. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette notion, c'est-à-dire que moi directement, je peux envoyer à une personne dans la salle sans passer par l'intermédiaire. Donc voilà, ça c'est vraiment une petite introduction à la blockchain. Maintenant, c'est quand même quelque chose qui commence à être familier. Beaucoup de monde, je suis sûr que vous avez tous entendu parler auparavant. Un exemple d'application, j'ai pris le Bitcoin. Pourquoi? Parce que la crypto-monnaie actuellement, c'est un cas d'usage de la blockchain qui est ultra répandu. Le Bitcoin est donc la première crypto-monnaie à avoir utilisé cette technologie, ce qui en fait donc le premier crypto-actif créé en 2008 par un inconnu, son pseudo est Satoshi Nakamoto. Et donc, tout repose sur la blockchain. Absolument tout. Lorsque vous faites une transaction, c'est décentralisé. Vous pouvez, si vous souhaitez, envoyer du Bitcoin à n'importe qui dans le monde. Personne ne pourra vous en empêcher. Alors ça pose des avantages et des inconvénients. C'est pas le sujet du jour, mais voilà, c'est ce qu'il faut garder en tête. Alors, qu'est-ce qu'un NFT? Alors déjà, NFT, ça veut dire Non-Fungible Token, ou alors en français, jeton non fongible. Juste avant, je vous ai parlé du Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie, il en existe des dizaines de milliers d'autres. Chacune a ses spécificités. Le Bitcoin ne permet pas d'utiliser les NFT. En revanche, aujourd'hui, on va parler plutôt d'une autre blockchain qui s'appelle Ethereum, le réseau Ethereum. Donc c'est la deuxième plus grosse crypto, c'est Ether. Pourquoi Ether? On va parler de celle-là, tout simplement parce que c'est sur celle-là que sont concentrés, je pense, environ 90 à 95% du volume des NFT. C'est elle qui a instauré ce standard. On va juste parler après du standard, mais donc, pour pas vous perdre, quand vous échangez un Bitcoin, c'est comme 1 euro ou un Ether. 1 euro égale 1 euro. C'est-à-dire que si je vous donne 1 euro, vous m'en donnez un, on est quitte. En revanche, un NFT, ça a beau être sur la blockchain, un NFT n'en vaut pas un autre. C'est justement le principe même du NFT, c'est que chaque NFT est unique. Jusque-là, je pense que tout va bien. Alors, j'ai donné quelques exemples. On peut voir 4 images sur le côté. On peut voir en bas à gauche une actrice. Je suis désolé, j'ai oublié son nom. C'est une actrice assez connue, elle a un nom imprononçable. Mais elle a fait débat parce qu'elle a justement créé un NFT en se prenant en photo devant un post Instagram de quelqu'un qui avait repris une photo d'un magazine d'elle-même en fait. Et ça, c'était absolument un cauchemar par rapport aux droits d'auteur. Et voilà, ce NFT, il a fait un peu le buzz dans le monde des NFT. On peut voir en haut à gauche un tableau sur lequel on va revenir après. C'est le NFT le plus cher à ce jour qui s'est vendu. C'est un artiste qui a rassemblé 5000 œuvres sur un même tableau.
on peut voir au-dessus un singe. Je vous expliquerai après pourquoi j'ai mis ce singe. Vous trouverez certainement ça débile, peut-être. Et enfin, on peut voir donc Kylian Mbappé, la société française Sora, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Peut-être que vous avez déjà tous su quand vous étiez plus jeune des Panini. Vous savez, quand on achetait au supermarché là, les cartes qu'on collait sur les magazines. En fait, maintenant, il y a la même chose, mais en NFT. C'est-à-dire qu'on peut acheter directement son Kylian Mbappé en NFT. Voilà. Donc pour conclure, le NFT, au final, ça reste un certificat sur la blockchain. Ce certificat permet d'attester que vous êtes bien le seul et unique propriétaire de la chose qui est rattachée au NFT. Très souvent, c'est une photo, mais ça pourrait être quelque chose d'autre. Alors, c'est un nom un peu barbare qui peut faire peur, mais c'est très simple. Le standard ERC 721, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un standard qui explique ce que peut contenir un NFT. Je vous ai dit de parler juste avant de blockchain. Donc la blockchain, c'est quelque chose qui permet de véhiculer de la valeur ou du stockage. On peut donc avoir des simples crypto-monnaies, par exemple un Ether, je vous montre un autre Ether, mais vous pouvez donc aussi avoir des NFT. Donc un NFC, ça s'appelle un ERC 721 en termes techniques. Que contient un ERC 721? C'est très simple. Ça contient un nom, une description et une URL qui pointe vers l'image en question. Donc le nom, c'est vous qui choisissez, la description également. Et en revanche, là, il y a un premier problème qui se pose, c'est si on fait pointer le NFT vers une image qui est stockée sur Internet, qu'est-ce qui se passe si en fait cette URL elle devient obsolète? Voilà, ça c'est pour le coup, il n'y a pas de réponse. En fait, le standard dit que ce n'est pas leur problème. Voilà, ça dépasse le cadre, ça dépasse le scope. Donc voilà pour le standard NFT. Comme vous pouvez voir, c'est pas bien compliqué. Alors, maintenant on va voir ensemble le cycle de vie d'un NFT. Qu'est-ce que fait, comment est créé un NFT? Tout simplement, à la source, il y a un artiste ou un créateur qui souhaite vendre sa création donc sous forme digitale. Par exemple, un digital artiste, un créateur de mode, voilà, il a ce qu'il souhaite vendre. Ensuite, il va faire ce qu'on appelle un mint. Un mint, donc c'est le terme technique pour dire tout simplement créer le NFT sur la blockchain. C'est-à-dire que il a l'œuvre, donc il a choisi un nom, il a choisi sa description, il a l'URL vers laquelle il veut faire pointer son NFT, il envoie dans la blockchain. Donc pour ça, il va payer les frais de transaction de la blockchain, parce qu'une blockchain, étant donné que c'est décentralisé, il faut bien payer ceux qui permettent de sécuriser le réseau. Une fois qu'il a minté, il peut la mettre en vente sur une plateforme d'échange, donc ce serait un peu comme le Amazon du NFT. On va être plutôt le Cdiscount, on est français. Et enfin, il y a un acheteur. Quelqu'un dit moi je suis prêt à te l'acheter pour X dollars ou X crypto. D'autres peuvent faire d'autres offres et celui qui gagne les enchères le remporte. Et donc ensuite, il y a un transfert de propriété qui est fait depuis le portefeuille du créateur donc, qui a créé le NFT vers le portefeuille de l'acquéreur. Et ensuite, si le nouvel acheteur, le nouveau propriétaire du NFT souhaite à nouveau le vendre, il peut parfaitement, il peut à son tour le remettre sur la plateforme d'échange et d'autres personnes pourront l'acheter, etc. Donc voilà le cycle. Alors, c'est un marché qui est extrêmement grandissant. Là, sur les 6 derniers mois, on entend parler tous les jours, à tort et à travers, pour des bonnes ou mauvaises raisons. Les premiers NFT, ils datent de 2017. Les prémices vraiment pour le grand public, ça a été avec le jeu CryptoKitties. CryptoKitties, c'était un jeu avec des chatons. En fait, le but du jeu, c'était de gagner des chatons sous forme de NFT et de s'en envoyer. Pour la petite anecdote, ce jeu était devenu tellement populaire en 2017 qu'il avait congestionné le réseau Ethereum, c'est-à-dire que la blockchain avait du mal à fonctionner tellement il y avait de transactions qui étaient effectuées. Aujourd'hui, on a plusieurs millions de propriétaires de NFT, donc voilà, ça commence vraiment à être un marché assez grandissant. Et sur 2021, on peut voir un bond de près de 43 000% sur le volume d'échange en dollars sur les NFT, le marché est donc estimé à 13 milliards de dollars pour 2021. Pour 2022, c'est encore plus fort. Le premier mois de janvier a été historique. Donc voilà, je pense qu'on est parti pour voir encore de belles années sur les NFT. Alors, est-ce que c'est une bulle? Oui, clairement, je n'ai pas peur de le dire. C'est actuellement une bulle. Quand on voit les montants qui sont placés sur certains NFT, mais en même temps,
est-ce que on peut légitimement se poser la question, est-ce que l'art, globalement, c'est pas une bulle quand on voit le prix de certains tableaux? Est-ce qu'en fait, on pourrait pas se dire que là, c'est un peu un art 2.0? Donc, est-ce qu'en fait, ce serait pas une bulle infinie? Enfin, je n'ai pas la réponse non plus, je m'en excuse. J'ai noté les 3 plus grosses ventes sur le marché des NFT. Donc, le premier, c'est The Merge de Pac, qui a été vendu pour le prix d'environ 92 millions de dollars. Pour rappel, il n'a pas reçu le... Enfin, c'est pas un tableau, excusez-moi. Pour rappel, ce n'est pas du tout un tableau, il a simplement reçu un NFT. Donc il n'a rien de physique, c'est vraiment purement le NFT. D'autres s'amuseront à dire que on peut tous avoir la même chose en fait, il suffit de faire clic droit copier-coller, comme moi je l'ai fait en fait pour mettre dans mon PowerPoint, et je l'ai aussi déjà l'image. En revanche, je ne suis pas le propriétaire, parce que je n'ai pas le certificat qui atteste de la propriété. Le second, c'est The First 5000 Days de Beeple. Donc c'est lui l'artiste qui a rassemblé pendant 5 ans, il me semble, jour après jour, des œuvres, tout le temps. Plus que 5 ans, du coup, je n'ai plus la date exacte, mais voilà, c'était vendu 69 millions de dollars. Et enfin, les CryptoPunk, voilà, c'est très pixelisé, mais le plus cher, c'est vendu pour la somme d'environ 12 millions de dollars. Donc, c'est des sommes quand même assez conséquentes. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Est-ce qu'il y aura toujours des acheteurs pour acheter de plus en plus haut ces collections? J'en suis pas sûr, mais voilà, l'avenir nous le dira. Alors, si vous souhaitez acheter un NFT, comment vous pouvez faire? Déjà, la première des choses à avoir, c'est de vous créer un portefeuille sur une blockchain qui permet d'acquérir des NFT. Donc j'ai cité Ethereum, il y en a d'autres, je peux vous les citer comme Avalanche ou Phantom par exemple. Actuellement, quand même, la plupart des NFT se reposent sur le réseau Ethereum, donc vous pouvez créer un réseau Ethereum, et ensuite vous pourrez aller donc sur la plateforme OpenSea, qui est le leader des marketplaces de NFT. Quand je dis leader, c'est une société qui est valorisée des dizaines de milliards de dollars. Elle possède 95% du marché des NFT. Elle a plus d'1 million d'utilisateurs actifs chaque mois. Et elle a, juste en janvier 2022, donc là, le mois qui s'est terminé, elle a réalisé un volume de 5 milliards de dollars en NFT. Donc c'est assez monstrueux. Cette plateforme, il y a des concurrents qui essayent d'émerger, mais aucune ne lui arrive encore à la cheville. Donc voilà, actuellement, si vous voulez vraiment acheter un NFT ou alors en vendre, je dirais que c'est sur OpenSea qu'il faut aller. Alors, on parle souvent aussi de l'impact écologique des NFT. Moi, j'ai envie de dire que oui, effectivement, ça a un impact, comme absolument tout ce qu'on fait. Mais j'ai envie de dire aussi qu'il est très facile de manipuler les chiffres. On nous parle souvent du Bitcoin, cette monnaie qui va détruire la planète. Alors oui, effectivement, il y a des progrès à faire, j'en doute pas. Mais en revanche, on peut aussi remettre ça sous d'autres angles. Par exemple, le Bitcoin consomme moins que les illuminations de Noël dans le monde. Alors, on a le droit de se poser la question, qu'est-ce qui est le plus utile en fait? Également, comme je l'expliquais, les blockchains ne sont pas sur Bitcoin. Les NFT ne sont pas sur Bitcoin. Ça utilise des blockchains beaucoup moins énergivores. Ethereum, par exemple, consomme actuellement 5 fois moins d'énergie que le Bitcoin. Et très prochainement, dans environ un an, elle consommera de l'ordre de 1000 fois moins, car il va y avoir des mises à jour sur le protocole qui feront que ça consommera beaucoup moins d'énergie. Donc selon moi, toutes ces transformations avec ces NFT, ça va aussi engendrer peut-être des baisses de consommation sur d'autres activités. Par exemple, on va voir après, il y aura d'autres cas d'usage avec les NFT. Du coup, en fait, l'énergie qui ne sera plus utilisée dans ces activités-là, qui vont être transférées vers les NFT, ça sera également en fait, de l'énergie économisée. Alors, j'ai noté quelques futurs cas d'utilisation. Ils ne sont absolument pas exhaustifs. J'en ai noté 3. Attention, je vais parler du notaire en premier. Je ne dis pas que les notaires sont en voie de disparition. C'est utopique de penser ça. Pourquoi un notaire pour avoir besoin des NFT? Quelqu'un va acheter une maison, il passe devant un notaire pour certifier que c'est lui le nouveau propriétaire. On pourrait très bien imaginer que chaque maison possède son NFT, et donc le NFT irait de maison en maison. Alors le notaire, selon moi, aura toujours un rôle, parce que oui, effectivement, dans un monde bisounours, tout le monde est gentil, on n'aurait pas besoin de vérifier des tas de documents légaux. En l'occurrence, je pense qu'il y aura toujours besoin d'une personne physique pour vérifier que tout est en règle, qu'il n'y a pas de souci. Mais voilà, en tout cas, dans un monde
où tout le monde est gentil dans l'absolu, simplement un NFT de transfert pour la maison suffirait. Aussi, on peut imaginer, j'ai noté par exemple pour les concerts, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça en 2019 on en faisait quelques-uns. Pour l'authentification, ça veut dire que vous achetez une place de concert, on vous envoie sur votre portefeuille votre NFT, le jour où vous arrivez à l'événement, simplement on vous demande de scanner votre NFT, vous dites oui c'est bon, vous avez bien le NFT de votre place de concert, vous pouvez rentrer. C'est valable pour les concerts, mais ça peut être valable pour les salles. Par exemple, il y a des salles où, quand il faut rentrer, on doit badger. Ben voilà, on pourra aussi avoir des NFT. Donc, voilà, pour la partie authentification, il y a plein de champs possibles. Et enfin, dans les jeux vidéo, je ne sais pas si certains ici jouent un petit peu, mais par exemple sur mobile, c'est très répandu, les achats dans l'application. Par exemple, on achète une nouvelle couleur pour son personnage. Bah, sauf que si le jeu ferme, ou alors qu'on arrête de jouer au jeu, en fait, l'argent dépensé dans le jeu, par exemple, imaginons qu'on avait dépensé 10 € pour changer la couleur de son personnage, bah, si le jeu ferme ou qu'on change de jeu, on n'a plus accès à ça. On pourrait imaginer par exemple des géants du jeu vidéo, comme Ubisoft, qui sont en train de rentrer dans le monde du NFT, proposer du coup ce changement de couleur multi-jeu. C'est-à-dire qu'on l'achète sur un jeu, mais en fait on peut l'utiliser dans d'autres jeux. Donc voilà, ça c'est des champs d'exploration avec le NFT. Je vous remercie pour votre écoute. Petite parenthèse, je vous ai mis ici ça s'appelle un CryptoMask. C'est un projet qui est lancé par un artiste français qui est basé au Mexique, mais qui est français quand même. Et du coup, je vous invite à aller voir ses collections. C'est assez rigolo. Il fait des masques à partir de personnalités. Voilà. Petite parenthèse terminée. Merci pour votre écoute. Merci Florian. Peut-être juste avant de prendre 2-3 questions, je pense que tu peux quand même nous dire 2 mots sur Cryptelite. Oui, bien sûr. Alors, Cryptelite, c'est une société qui est basée à Laval. On est à la Licorne, le bâtiment à côté du stade. Actuellement, notre activité principale, c'est la gestion de portefeuille sur le marché des cryptoactifs. Donc, on gère c'est très spéculatif. On gère en fait le capital de nos clients. Bientôt, on va lancer une nouvelle activité, enfin bientôt, c'est dans moins de 5 jours, une nouvelle activité de formation. En fait, on va proposer une école en ligne de formation sur la crypto. Donc ça va couvrir les NFT, le trading, mais aussi la partie blockchain, la partie finance décentralisée. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup en ce moment. Donc voilà. Et encore un nouveau service très bientôt qui pourrait intéresser, je pense, un très grand nombre de personnes, mais ça, je ne peux pas encore vous en parler. N'hésitez pas du coup à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ouais, je suis bon communicant, vous avez vu. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Donc Cryptelite sur YouTube, Twitter, Telegram et Facebook. On n'y va plus tellement, mais on essaie quand même de poster quelques news. Voilà.